C'est au bout de 10-15 minutes de discussion où, en effet, le regard change en se disant « Ah, c'est en fait cette personne-là qui a le contenu et c'est une jeune femme, mais tout va bien ». Bonjour, bienvenue dans notre podcast Les femmes de l'industrie par l'usine Nouvelle. Ira Chaktoura, vous dirigez en France Siemens Energy et Siemens Gamesa, qui construit la plus grande usine d'éoliennes et que vous étendez encore. Qu'est-ce que ça représente pour vous de construire cette usine géante en France? Bonjour et merci de m'accueillir. Donc oui, peut-être un petit rappel sur Siemens Energy au global. On est un fournisseur de technologies de l'énergie et nous sommes présents à la fois sur les équipements de production, de transmission d'électricité et également de la décarbonation. Et dans les équipements de production, nous faisons notamment des éoliennes en mer et des éoliennes à terre de la marque Siemens Gamesa. Et nous avons une usine en France de fabrication d'éoliennes et notamment de pales d'éoliennes qui est située au Havre. Donc les premières années, depuis 2022 où nous avons commencé la production, nous avons construit de l'usine les premiers parcs éoliens en mer au large des côtes françaises. Et au total 5, nous sommes encore en train d'en installer certains. Et nous avons investi cette année plus de 200 millions d'euros pour son extension, pour produire la prochaine génération de pales, des éoliennes de 14 MW. Ce seront des pales qui feront au total 115 mètres de long, soit plus de 20 mètres de ce que nous faisions avant. Et on commencera la production début 2026. Ce que ça représente, c'est un projet très complexe parce que nous avions de la coactivité, à la fois le projet d'extension d'une part et la fin de la production de la série précédente. Donc c'était vraiment un grand travail d'équipe, de coordination entre les équipes de production et les équipes de construction. C'est le plus grand projet industriel des énergies renouvelables en France qui est en train de se passer maintenant. Alors vous avez parlé du début en 2022, ça va continuer, vous allez produire les éoliennes géantes en 2026. Comment est-ce qu'on concilie urgence climatique et puis temps industriel? Parce qu'il faut du temps pour construire ces pales géantes. Alors, il est vrai que l'industrie de l'énergie et ces grands projets d'infrastructure sont un projet des industries de temps long. C'est vrai pour l'éolien en mer, c'est vrai pour d'autres secteurs, notamment comme le nucléaire aussi, où nous pouvons être impliqués sur la partie turbine vapeur. La façon de concilier, c'est surtout ne jamais s'arrêter. Avoir une stratégie de long terme et une visibilité sur la stratégie vers laquelle nous nous dirigeons est essentiel. Et c'est un petit peu en ce moment notamment ce qui nous manque, puisque nous n'avons pas de stratégie énergétique et de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est essentiel pour nous donner, à nous, industriels, de la visibilité et s'assurer qu'il y ait une continuité pour la production dans les années à venir. Deuxième volet... Vous avez besoin d'une politique un peu stable en la matière. Bien sûr. Je pense que tout grand projet d'infrastructure nécessite ce genre de visibilité. En complément aussi, il y a encore des leviers d'accélération pour faire en sorte que, notamment, les autorisations pour ces grands projets puissent arriver beaucoup plus vite que ce qu'elles ne font aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il faut plus de 10 ans ou près de 10 ans pour construire un projet éolien en mer. C'est un sujet sur lequel, avec les pouvoirs publics, on s'est penché à plusieurs reprises. Et trouver des leviers, notamment pour accélérer encore ces délais. Donc votre job, c'est d'avoir une force de conviction, en fait, j'imagine. Proposer des solutions, c'est au-delà de la conviction, c'est aussi proposer des méthodes qui permettraient d'accélérer ces projets et de les mettre en œuvre plus rapidement. Alors, d'un point de vue plus personnel, vous évoquez souvent la curiosité comme moteur de votre carrière. Comment cette qualité vous a guidée, en fait? Écoutez, alors ça depuis que je suis petite, c'est vraiment un trait de caractère. Dès que j'étais enfant, je démontais et remontais mes jeux vidéo. Donc c'était déjà la volonté de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée finalement selon mes différents postes, vouloir explorer différents sujets, différents secteurs dans l'énergie. Notamment, j'ai commencé en conseil en stratégie, vous le savez. C'est très formateur justement pour ça, parce que vous voyez énormément de sujets très rapidement. Vous devez casser un problème en petits morceaux et le résoudre et proposer des solutions assez rapidement. Et donc je pense que c'est ce qui m'a guidée au fur et à mesure de ma carrière. J'aime les problématiques, j'aime les choses complexes, parce que justement ça attise un peu ma curiosité et j'aime pouvoir, avec mes équipes, prendre le problème, en donner une vision très globale et ensuite proposer finalement des petites étapes et des petites aventures avec mes équipes pour pouvoir les résoudre. Après, vous avez foncé, après le conseil, directement dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui vous semblait intéressant là-dedans? Alors, c'était venu un peu plus tôt déjà, puisque j'ai fait un master, vous savez, en changement climatique à Oxford. J'avais déjà cette notion, en tout cas, le changement climatique et l'énergie dans ma passion. Et puis, en fait, après les premières années de conseil, j'avais envie de voir la vraie vie, comme on peut dire quand on est en conseil. Et j'avais vraiment envie de rejoindre donc, l'industrie. Et ça a été la première aventure chez Areva. Un moment assez passionnant, à la fois potentiellement le renouveau du nucléaire à cette époque-là, qui s'est vu contraint par ensuite l'incident de Fukushima, et puis le début de la construction de la filière éolienne en mer en France à cette époque-là.
Donc vous avez eu la chance de côtoyer plusieurs femmes dirigeantes dans votre vie, qui étaient un peu des rôles modèles. Comment est-ce que ça a agi sur votre leadership aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance finalement. Alors, Déjà, dites-nous lesquelles vous avez croisées. j'allais dire dès la maison, puisque la première femme dirigeante pour moi, ça a été ma mère, puisqu'elle nous a élevés seuls, vous le savez, ma sœur et moi. Et ensuite, tout au long du parcours, donc Claire Chatfield, qui était la présidente de LEK en France. Ensuite, j'ai rencontré Anne Lauvergeon chez Areva, qui était avant la première femme dirigeante aussi d'un grand groupe industriel que j'ai connu. Après cela, j'ai rejoint Technicatom, qui était la filière défense de Areva, où Carole Foisseau était alors la dirigeante. Ensuite, j'ai rejoint Vattenfall, qui a eu Anna Borg, qui était la CEO et qui est toujours la CEO de Vattenfall, qui rayonne énormément. Et ensuite, j'ai rejoint Siemens Energy. C'est extraordinaire, c'est une coïncidence. C'est vraiment très rare. Ou bien, je pense que c'est assez rare d'avoir autant finalement de petits cailloux qui vous permet d'avoir un parcours où finalement c'est possible, qui vous donne ce type d'exemple. Ça a eu quel effet sur vous de voir toutes ces femmes? De me dire que, ou de ne jamais avoir à me poser la question que cela était possible. Et c'est vrai que je pense avoir eu cette chance dès le début de ne pas avoir eu à douter que c'était une possibilité. Et je trouve que ça a beaucoup, beaucoup de valeur, même si, on y reviendra, j'ai été aussi confrontée dans un monde très masculin à forcément des a priori et une forme de sexisme. Mais la possibilité d'arriver à ce type de poste n'a jamais été mis en doute. Qu'est-ce qu'on a pu vous dire? Qu'est-ce qui est venu de la part de certains hommes? Vous avez le classique, on pense que vous êtes l'assistante, le classique où vous êtes avec un homme plus vieux et par défaut, il pense que c'est lui la personne senior alors que c'était quelqu'un de mon équipe, parce que j'ai accédé à des postes de direction alors que j'étais assez jeune, avec des équipes qui avaient une moyenne d'âge parfois de 50 ans. Donc vous pouvez être naturellement confronté à ce genre de situation où votre capacité n'est pas a priori donnée, et c'est au bout de 10-15 minutes de discussion où en effet le regard change en se disant « Ah, c'est en fait cette personne-là qui a le contenu et c'est une jeune femme, mais tout va bien ». Est-ce que c'est important le diplôme? Vous êtes centralienne. Est-ce que c'est un élément de légitimité qu'il faut sortir à un moment? Alors non, pas particulièrement. Ensuite, nos corporations françaises sont aussi souvent populées de gens qui ont un peu ce genre de profil, donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de mettre en avant a priori. Il y a beaucoup de... Voilà, on se ressemble un peu beaucoup dans ce monde de cadres dirigeants d'entreprises françaises. Ensuite, à l'international, c'est un petit peu plus divers. Donc la transition énergétique, pour vous, si on revient sur le secteur un peu, est-ce que ça c'est une chance de réindustrialisation pour la France aujourd'hui? Au-delà d'une chance, pour moi, c'est une nécessité. C'est-à-dire que la transition énergétique, aujourd'hui, c'est une opportunité pour accélérer la transition, la réindustrialisation de la France. On a des industries qui sont déjà localisées, qu'il faut aujourd'hui s'assurer qu'elles ne partent pas, ou en tout cas qu'elles soient protégées. Et par protéger, j'entends plutôt s'assurer que les conditions économiques dans lesquelles nous continuons à faire des affaires est la même pour tous. Là intervient notamment les travaux qui ont pu être faits au niveau européen sur le Net Zero Industry Act, NZIA, qui assure un certain niveau de résilience de supply chain au niveau européen pour s'assurer qu'un certain nombre de composants, on puisse avoir une souveraineté industrielle et énergétique en Europe. Ça vous fait peur, les éoliennes chinoises? Alors, ce n'est pas forcément la concurrence, c'est normal et c'est naturel. La question, c'est les conditions dans lesquelles la concurrence est faite. Si tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu, tout se passe bien. Alors vous évoluez, vous l'avez dit, dans un univers assez masculin. À la tête de Siemens Energy, quelles mesures vous avez mis en œuvre que selon vous, un dirigeant homme n'aurait peut-être pas mis sur le haut de la pile? Chez Siemens Energy, l'inclusion et la diversité, c'est une de nos priorités. Je ne peux pas vraiment juger qu'est-ce qu'un homme aurait fait ou non à ma place, mais en revanche, on a sorti, il y a la fin de semaine dernière, notre charte d'accompagnement de la parentalité et de la vie personnelle au sein de l'entreprise. Cette charte, elle vise à dire à tous nos salariés, que oui, on sait qu'au cours d'une vie, il y a différentes étapes. Ça peut être la parentalité, ça peut être des difficultés personnelles, ça peut être des parents qui sont en position plus difficile, et qu'on est conscient que cela existe et on met des moyens en place et du temps en place pour que ces salariés puissent le vivre pleinement et savoir que l'entreprise sera là pour les accompagner. Ça peut être plus de temps. On a aussi un programme d'accompagnement pour les parents, jeunes hommes ou jeunes femmes, en amont de l'arrivée d'un premier enfant ou a posteriori du retour au travail pour qu'ils puissent... L'accompagnement qui consiste en quoi? On a un petit programme où ils vont avoir des
séminaires qui leur permettent de savoir à quoi s'attendre en amont de l'arrivée du premier enfant. Ça peut être fait pour le deuxième, mais généralement, on est un peu moins surpris. Comment ça va se passer, vous allez pouvoir équilibrer vie personnelle et vie professionnelle aussi au retour du travail, et puis être moins dans cette angoisse de est-ce que je peux tout gérer en même temps. C'est normal. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Et ça s'adresse à la fois aux jeunes papas et aux jeunes mamans. Si vous deviez résumer votre mission plus ou moins rapidement en une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace dans l'industrie ? Ce que j'aimerais laisser, c'est une trajectoire. Nous avons lancé une aventure globale de la décarbonation et de l'électrification en France et en Europe. Et que cette aventure-là, on a rendu les comptes, on a laissé des emplois, on a laissé de l'industrie souveraine européenne. Dernière question, un peu plus personnelle. Qui est la personne qui, selon vous, incarne l'industrie ? Je pense qu'un bon exemple, si je reviens un peu plus loin, ça serait Henry Ford, qui a été quand même à l'origine du développement de processus industriels de notre génération et qu'on utilise encore aujourd'hui dans notre capacité de production. On a des processus qui sont, par exemple, sur la fabrication de pales très manuels, mais néanmoins, les procédés industriels dont on s'inspire encore, c'est quand même à cette origine-là. Merci beaucoup, Yara. Merci à vous.